Bonsoir. Ce samedi 10 août, le stade de Félix Houphouët-Boigny s'est transformé en agora de l'opposition ivoirienne. Plusieurs leaders se sont exprimés lors de ce meeting pour décrier la candidature du président Ouattara et lancer plusieurs appels à leurs militants. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le Live Actu. Hors de nos frontières, au Nigeria, un vent de protestation souffle depuis jeudi dernier. Les populations manifestent contre le SARS, l'escouade spéciale de lutte anti-vol accusée de graves atteintes aux droits humains. Et comme vous le savez, le mois d'octobre est celui de la lutte contre le cancer du sein. Notre émission du jour sera donc fortement teintée de rose, couleur symbolique du combat contre ce mal. À cet effet, nous recevons ce soir le cancérologue Ousseini Djelili et Léa Muriel Guigui, femme de médias responsable de l'ONG Ecomédia. Débat et analyse, avis d'experts et décryptage. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bienvenue, oyez, hein, si vous nous rejoignez, si vous êtes depuis le tout début. Nous sommes bien en octobre. Hein, c'est ça pour le meeting. Je me suis fait chambrer hein, pendant le générique, je tiens à vous le dire. Toute ma The Team m'a dit, tiens, vous êtes le 10 août. Ben, c'est vrai, c'est octobre, 10 octobre. Merci mesdames, merci monsieur. La The Team a passé un très bon week-end. Ah oui, très bien. Très bon. Vous étiez au BBR. BBR. Yeah. C'est pas le BBR, c'est le BBR. C'est le BBR. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, on a eu l'occasion justement de célébrer l'anniversaire d'un collègue. Ah oui, d'accord. Hein, okay. Donc c'était bien. Edith Bourbleu, votre week-end? Ah oui, j'étais en famille, je fêtais l'anniversaire de mon petit dernier, qui fêtait ses 8 ans. Voilà. Ah oui. C'est qui? David? Ah non, c'est 13 ans plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Ouh là là! Ouh là là! On a tellement bien fêté, tu vois, je les confonds souvent. Je suis en train de dire... C'est le plus âgé qui fêtait ses 13 ans. Je fais, maman, t'es sûre que c'est ma maman? Bonne question, mais on s'est bien amusé. Bien amusé. Oui. Hein. Bah, il s'appelle comment, son prénom? David. David? Ah, David. Je le disais en plus, hein. Joyeux anniversaire David pour tes 8 ans. David, t'as quel âge? 13. Rien ainsi, vous, qu'avez-vous fait? Rien de spécial, j'avais pas de vie sociale. Mais sinon, tout s'est bien passé. J'ai bien profité pas de moi-même. Pas d'anniversaire, pas de sortie à d'anniversaire, rien du tout. À la maison devant la télé. C'est ça, personne ne m'a travailler. invité. Oui. Même Sophie ne m'a pas invité. Mais c'est pas grave, je me suis bien amusée. Monsieur Serge Pachi, oui. Vous étiez au BBR. BBR aussi, célébration d'anniversaire aussi du collègue. Oui. Voilà, super week-end. Le collègue que tu l'aimes. Le fameux collègue. Voilà, et moi, pour tout vous dire, j'en ai profité pour apprendre à jouer d'un instrument. J'ai appris tout au long du week-end à jouer à la guitare. Alors, je ne suis pas convaincu qu'on puisse apprendre à jouer à la guitare, même quand on soit un virtuose. En fait, je savais un peu jouer, Serge Pachi, arrêtez. Ah, d'accord. En fait, ça me fait penser à la scène, au premier sketch de Cadmerade, J'ai peur. Elle est en train de vous accuser de plagiat, alors. Je joue de la guitare. Je pense qu'il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Vas-y, on t'écoute. C'est parti. Let's go. Wow. Ah, c'est Welcome to the Hotel. Ah non. Serge, vous allez arrêter. Ça a failli. Non, mais tu aurais pu t'arrêter sur la première note. Non, je m'arrête jamais. Arkeli, tu vois. Allez, 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Donne-la-moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Serge Pachi. Joyeux anniversaire. Oh, c'est gentil. Ouais, ça va. Hey. Voilà, on a. L'anniversaire était tombé le cul, on s'est dit. Ah, il nous attendait sur le coup, mais pas le lundi. Ah ouais, je m'attendais à tout sauf ça. Je me suis dit, allez, c'est tombé le jeudi, donc je ne suis pas sur le plateau, c'est pas grave, l'année prochaine, on essaiera. Ah ouais, non mais vous y tenez, merci. Vous ne ratez pas les occasions pour célébrer les fêtes, hein, franchement. La vie est une fête. La vie est une fête. Surtout que tu célèbres quel âge? Allez, merci beaucoup en tout cas pour ce gâteau. Mais tout international. Toute l'équipe, toutes les équipes de production, l'édito, toutes les équipes, en tout cas, tout Live TV, te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup beaucoup. de bonheur, beaucoup de Merci plaisir. beaucoup. Excellent Merci anniversaire. beaucoup, ça me fait très plaisir. Sophie aurait dit we love you. Mais j'aurais bien aimé que tu me donnes la guitare. Vas-y. J'aurais préféré faire le joyeux anniversaire dessus. C'était Dernière vraiment... fois. Non, on n'a plus le temps. Mais c'était une surprise en fait. Ah bon. Parce que quand tu as bien fait, Voilà, à la fin, le gâteau.
Mais comment on fait pour le gâteau? On le mange maintenant ou on le mange maintenant ou après? Non, je vais le truquer. Merci, excusez-moi. Il a l'air bon en plus. Oui, Non, bah, ok, on aurait dû merci faire beaucoup. ça à la Voilà. fin de l'émission, non? Moi, Je le quelque garde chose là. de fait. Bon, ceci dit, on va passer à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Les nouvelles d'ici d'ailleurs, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Ah, c'est rapide. Nous le disions et nous en parlions, ce week-end a été également marqué par ce meeting de l'opposition, ce meeting au stade Félix Houphouët-Boigny, et c'était le 10 octobre. C'était bien le 10 octobre. Alors, le fond et la forme, décortiqués, décryptés par Ryan Assi et Edith Boubleu. Ryan, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la forme, la mobilisation? Alors, dans la forme, de prime abord, on pourrait dire que c'était un meeting, comme on a l'habitude de le voir, donc avec tous les militants qui étaient présents, qui étaient bien déterminés à soutenir justement le sujet pour lequel ils étaient là. Mais c'est un meeting qui a été qualifié de fiasco, selon le RHDP, en ces termes, donc que Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, a réagi. Il a dit, ils vont aller au Félicia, ils seront 1 million, ils ne sont même pas 20 000, le débat est clos. Alors, c'est des termes qui s'appuient sur le fait que justement, ils prévoyaient, justement les organisateurs de ce meeting prévoyaient autour même de 100 000 personnes, pour certains diraient 2 millions, enfin plein de chiffres de ce type-là circulaient un peu partout. Mais on s'est retrouvé, mais tout de même, oui. Quel que soit le chiffre, on s'est retrouvé avec environ 30 000 militants, donc ce qui n'est pas rien, mais c'est relativement peu par rapport à ce qu'on attendait justement de ce meeting qui était censé rassembler plusieurs partis, parce qu'on regarde quand on a vu l'investiture du président Alassane Ouattara. C'était c'était tout le stade qui était plein à craquer. On voyait les images sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on s'attendait à ce que, lorsque presque tous les partis d'opposition seraient réunis, on ait justement allons dire le triple des personnes qui étaient là. Ils estiment que ça a été un vrai succès, que la mobilisation a atteint ils estiment que la mobilisation a été, mais ils savent qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs et ils mettent ça sur le coup justement de la météo, donc des pluies qu'il y a eu, mais aussi des sortes d'intimidation qui ont pu se passer autour de ce meeting, parce que certains disent que le pouvoir en place a mis des stratégies pour pouvoir empêcher certains militants de se rendre au meeting de l'opposition et tout ça. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, ils mettent ça sur le coup des pluies et de l'intimidation qui a pu se jouer autour de ce meeting. Mais en tout cas, il y avait une... Oui, il y avait du monde. Oui. Le stade, je pense que même à l'extérieur du stade également, il y avait également du monde. Il y avait un dispositif sécuritaire. Après, c'est un stade sécuritaire. Qui a quand même 45 000 places, donc 30 000 personnes, ça remplit presque. Mais on voyait quand même à certaines petites zones un peu de vide. Moi, samedi, c'est vrai que j'ai quitté la Riviera 2 pour me rendre en zone 4 et il y avait beaucoup d'embouteillages tout au long de la journée. Et je pense que ça a pu peut-être jouer aussi, parce que le troisième pont était complètement saturé. De toute façon, il faut savoir que la zone du plateau était sécurisée. Je crois que certains véhicules, en tout cas les véhicules, n'étaient pas autorisés pour pouvoir accéder. Mais moi, si j'ai un mot à dire sur ce rassemblement, allez, c'est quand même beaucoup de personnes dans ce stade-là. Quand il fait le plein, ce stade-là, on est à 35 000, je pense, de places assises. Oui, places assises. Donc là, on voit bien que dans les tribunes, on a quand même du monde, même si c'est un peu clairsemé, mais on a aussi également du monde sur la pelouse. Ouais, exactement. Donc on doit après, ils vous disent à quelle heure ces photos étaient prises. Donc peut-être qu'en début de mobilisation, peut-être après. Non, mais de toute façon, on a vu des photos de reportages tout le long sur la toile. Donc je pense qu'il y a quand même eu du monde, même si peut-être d'un côté on attendait beaucoup plus. Moi, ils estimaient que. Mais moi, je pense qu'il y a aussi eu peut-être un problème d'organisation. Peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour s'organiser au niveau de l'opposition, parce que quand on sait que un parti comme le FPI, par exemple, à lui tout seul, on a vu des rassemblements ici où ils ont rempli ce stade-là même 2 fois plus que ça. Aujourd'hui, on retrouve le FPI dans cette coalition de l'opposition, mais qui n'est pas arrivé à mobiliser un maximum. Peut-être que c'est une question d'organisation, puisqu'au sein du parti, il n'y a peut-être pas forcément la cohésion. En tout cas, il y a plein de questions qui restent qu'on peut se poser. Est-ce qu'au niveau des intimidations, ils ont raison de le dire, ou alors c'est juste un prétexte? Rien n'a été prouvé comme elle vient de le dire. Voilà. En tout cas, voilà, le bilan il est quand même assez mitigé. Il y a eu un rassemblement, il y a eu des déclarations. Il n'y a pas eu autant de monde comme on s'y attendait au niveau de l'opposition, je pense.
Mais en tout cas, ça a été fait. Parlant d'intimidation, ils ont cité des faits. Donc, ils se sont réunis, les organisateurs, le lendemain justement du meeting pour faire un petit bilan. Et de ce point, ils en ont ressorti justement des barrages qui avaient été érigés pour créer des difficultés d'accès au stade, des cars qui transportaient des militants auraient été empêchés. Justement, on n'a pas encore toutes ces preuves, mais ils ont énuméré comme ça plusieurs sortes de faits intimidants qui auraient pu empêcher leurs militants de se rendre au lieu. En tout cas, ce que moi j'ai pu noter, c'est que quand on parlait de désobéissance civile, ça avait une connotation peut-être un peu négative dans l'interprétation de certaines personnes. Mais on a vu que c'était quand même un meeting qui était assez pacifique, qui n'a pas fait beaucoup de dégâts. Certains, apparemment, on a pu voir, certaines sources disent que certaines personnes auraient été arrêtées, interpellées avec des armes à feu en main et tout ça, mais il n'y a pas eu vraiment de dégâts à signifier. Et puis, c'est resté assez pacifique et discipliné. Ça s'est passé dans la discipline. Je pense qu'il n'y a pas eu d'échauffourée ni autour du stade, ni à l'intérieur du stade. Donc les différents intervenants, les différents orateurs, en tout cas les principaux orateurs se sont exprimés. Et on a eu surtout le discours de 6 minutes, je pense environ, de Marcel Amontano, qu'on a certainement vu sous un autre jour. Parce qu'on le voyait généralement réservé, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, on le voyait très réservé. Et là, on l'a vu vraiment galvanisé, déchaîné. Ça met la foule, hein. Ah oui, non, la foule, ça donne de la force. Et vraiment galvanisé. Et ce que j'ai pu retenir dans son discours, principalement, c'est la notion, en tout cas la mention de désobéissance civile, il a mentionné. Il a également revenu sur la relation qu'il a eu avec le président Alassane Ouattara de 2011 à 2019, en précisant également que cette relation, ce va-et-vient qu'il a précisé entre lui, Alassane Ouattara, et le président Bédié, il l'avait eu pendant ces 10 années, et que c'était lui, votre serviteur, comme il le disait, qui avait cette relation privilégiée avec le président Alassane Ouattara, et que le temps de parler n'était pas encore arrivé. Le temps de parler n'était pas encore arrivé, c'était ses propos. Et il a également précisé que vous ne devez pas avoir peur, car nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays. C'était assez fort. Il a également appelé, comme je l'ai dit, à la désobéissance civile. Il a également précisé qu'aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Et parlant du fait que certains militants auraient été empêchés d'accéder aux salles, il a dit ils ont déployé des militaires dans les rues pour vous empêcher de venir. Donc, ces derniers mots, dites-lui de libérer notre pays, nous en avons marre. Donc, discours fort, discours assez galvanisateur, on l'a vu sur un nouveau jour. On a vu également le discours également du président Bédié. Je voulais m'arrêter un tout petit peu, 15 secondes, sur ce discours de Marcel Amontano qui a également évoqué le dialogue comme étant l'arme des forts. Exactement, le dialogue comme l'arme des forts et la force comme l'âme des faibles. C'est un peu contradictoire quand même. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays, mais le dialogue est l'arme des forts. Alors rapidement, d'autres orateurs D'autres orateurs, effectivement, on a eu également, on va dire, le chef de file de l'opposition actuelle, donc le président Bédié, qui a dit... Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette expression-là? J'aurais souhaité le président Bédié, parce que chef de file de l'opposition, après, est-ce que ça après, on le voit dans le doyen. Mais je pense, du regard en tout cas des médias, c'est lui qui finalement qui porte cette opposition. On a Mamadou Koulibaly, on a Marcel Amontano, on a Mabry Touakeuse, on a les deux tendances FPI, mais finalement le porte-parole, en griffe, je mets toujours en griffe, c'est finalement le président Bédié. Et on a remarqué une sorte de marée verte, si je ne m'abuse, dans les gradins à certains moments. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur de l'espoir. Alors, qu'a-t-il dit, le quelques président propos Bédié du président Bédié. Je vous félicite pour avoir répondu massivement à notre appel, à ce meeting consacré, il est rentré tout de suite d'entrée de jeu, consacré à la désobéissance civile pacifique pour faire face à la haute trahison du sieur Alassane Ouattara, au parjure du Conseil constitutionnel et, je cite encore, à l'inféodation de la CEI. De grands mots. Il a également appelé ses partisans à protéger la Constitution de toute violation. Et ça, j'ai trouvé assez fort. Il a également dit que la liste électorale était infestée. Le mot infesté
porte beaucoup de nuances et je pense que surtout dans le climat actuel électoral, ce genre de propos est assez fort en tout cas. Et enfin, il a terminé en disant la dictature du RHDP unifié sera vaincue dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, moi, ce que je retiens en tout cas de son discours, c'est vrai qu'il a appelé à la désobéissance civile, même si pour moi, les contours de cette désobéissance civile ne sont pas encore très, très bien définis. Mais il a surtout, en tout cas lui et Marcel Amontano, je pense dans leur discours également, beaucoup fait rappel de l'Ivoirien. Du fait que l'Ivoirien doit être libéré, du fait que la liste électorale est infestée, du fait que... voilà, donc c'est des termes assez forts. On a senti vraiment des discours assez galvanisateurs, mais assez guerriers également. Et je pense que des deux côtés, finalement, c'est plus des problèmes de personnes, hein, des problèmes de clans. Et finalement, on n'entend pas parler de ce que les gens veulent entendre, en tout cas le programme. Le programme, qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les actions pour la santé, les actions pour l'économie. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu de toute façon. Voilà. Moi, en tant qu'observateur, je pense que finalement, on doit passer à une autre étape. C'est vrai que l'échéance électorale approche, mais c'est clair qu'à un moment donné, finalement, on se ressasse les mêmes choses, dépend, les problèmes de personnes. Non, mais Edith, là, vous avez dit... Vous avez 15 secondes, messieurs. D'accord, vous avez dit qu'en fait, ce rassemblement symbolisait la désobéissance civile portée entre guillemets, comme vous l'avez dit, par le porte-parole. Donc là, il ne faut pas vous attendre à entendre des programmes de société, d'autant plus que Daniel Bonny-Clary, par exemple, nous parlait justement dans son intervention à elle de transition et qu'il n'y aurait pas d'élection. Donc je pense que c'est dans cette démarche-là qu'ils sont engagés. Donc à ce niveau-là, on ne parle pas de programme de société. Et quand j'ai dit que les contours de la désobéissance n'étaient pas définis, pour l'instant, on n'a pas parlé de boycott de l'élection présidentielle, en tout cas au niveau des deux candidats, Afin Guessan et Henri Konan Bédié, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils boycotteraient l'élection. Donc pour l'instant, on est véritablement dans un flou. Après ce meeting, c'est quoi les prochaines étapes pour les deux candidats qui sont toujours en lice à l'élection présidentielle? Vont-ils désobéir? D'accord. Prochain sujet à l'international, cette fois on parle avec vous, Sophie Aïda, de cette autre contestation. Eh bien, cette unité de police spéciale dont on ne dit pas beaucoup de bien au Nigeria. Exactement. Alors ce dimanche 11 octobre, l'inspecteur général de police nigériane a mis fin aux activités d'une unité spéciale à travers les 36 États et la capitale fédérale du Nigeria. Donc cette unité spéciale s'appelle le SARS. Donc cette décision intervient après 5 jours de marche et de protestation contre les abus des éléments de cette unité, ces officiers. Il faut rappeler que depuis le 7 octobre, le hashtag #EndSARS, qu'on peut voir sur l'écran certainement et que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, est devenu très tendance, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou même en passant par Instagram. Donc il accompagne le mouvement qui demandait en fait la dissolution du SARS, donc cette brigade anti-vol qui avait été mise en place justement pour pallier aux agressions et aux vols constants au Nigeria. Alors des femmes, mais surtout des jeunes se sont mobilisés massivement à travers le pays parce que depuis plusieurs années, en fait, cette unité est accusée de corruption, d'arnaque, de kidnapping, de viol, de séquestration et même de meurtre. Il y a eu plusieurs dénonciations à maintes reprises sur les réseaux sociaux, que ce soit par des victimes, donc des jeunes, on peut le voir à l'écran, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se plaignaient justement d'avoir été agressés, d'avoir été volés même par cette unité qui est censée les défendre et les protéger de ça, et même de familles qui ont perdu leur fils ou leur fille aux mains du SARS. Plusieurs jeunes sont kidnappés, emmenés dans d'autres contrées du pays et isolés, on ne sait pas où ils sont. Et puis il y a des jeunes femmes comme Ifeoma Abougou qui, elle justement, s'est faite violer et puis son corps a été abandonné en brousse. Alors bien que les manifestants donc, se sont réjouis de cette décision du gouvernement, ils demandent quand même que les officiers qui ont été impliqués dans ces affaires de corruption, de kidnapping ou de viol, meurtre, etc., soient suspendus par la police, enquêtés, jugés et écroués s'ils sont coupables. Donc c'est pour ça que depuis ce lundi matin, donc à 4h du matin, les marches ont repris. Et demain matin aussi, à partir de 9h, il y aura encore des marches, une marche pacifique, encore une fois. Mais notons quand même qu'il y a de nombreux artistes, de nombreuses personnalités des industries créatives qui se sont mobilisées, qui ont utilisé
justement leur influence à travers les réseaux sociaux pour dénoncer ces brutalités, on dit brutalité policière, non? C'est ça? Voilà, et ça me rappelle un petit peu tout ce qui se passe aux États-Unis et puis l'impact justement que le mouvement Black Lives Matter a eu, et peut-être que c'est peut-être ça qui a déclenché, parce que c'est pas la première fois qu'ils font des on l'a vu avec toutes ces photos qui sont passées là, mais c'est pas la première fois qu'ils font des manifestations, ça c'est depuis 2017, mais que ça en arrive au niveau où le gouvernement a décidé réellement de dissoudre cette unité spéciale. Mais comme quoi, justement, s'ils n'ont pas terminé, s'ils continuent de marcher, c'est simplement parce que cette décision de dissoudre implique qu'on va juste réorienter, donc envoyer ces mêmes officiers-là dans d'autres brigades, qui n'ont pas encore gain de cause. Et le problème, c'est les officiers, c'est pas forcément l'unité, ou en tout cas le combat que ces officiers étaient censés mener. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Sophie Eda. On va souhaiter que vous nous donniez plus de détails. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, je suis désolée, donc merci bien. Merci, je vous prie. Je vous comprends. Comme nous le disions en début d'émission, notre rendez-vous du jour est aux couleurs de la lutte contre le cancer du sein. Le cancérologue Ousseyni Guili et Léa Guigui-Muriel, responsable de l'ONG Ecomédia, qui réunit des hommes et des femmes engagés contre les cancers, nous rejoignent sur ce plateau. Bonsoir docteur, bonsoir très cher cancer. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, docteur, je vais commencer par une question basique, simple, pédagogique, j'ai envie de dire, en termes simples. Qu'est-ce que le cancer du sein? Quelles sont ses causes? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu rapidement, de façon succincte? Merci Brice. Je profite aussi de l'antenne pour remercier la direction de l'AFTV. Donc je vous remercie encore et merci de vraiment nous accueillir sur votre plateau technique. Parlant du cancer du sein, on peut vous dire que le cancer, en fait, c'est une prolifération anarchique, c'est que c'est un peu comme des cellules qui acquièrent d'autres propriétés, donc désormais qui acquièrent des propriétés dont l'immortalité et puis l'envahissement des cellules. Donc en fait, et en l'occurrence, ce qui concerne le cancer du sein, cette prolifération anarchique va se développer aux dépens des cellules du sein, des cellules mammaires. Donc c'est un peu ça le cancer du sein. En ce qui concerne un peu les facteurs de risque, disons qu'il y a bon nombre de facteurs de risque qu'on peut citer. Les facteurs de risque, il y en a qui sont endogènes à la personne même, à la femme même, il y en a qui sont exogènes. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je dis les facteurs endogènes, c'est plus hormonal. Et les facteurs exogènes, donc, comme facteurs exogènes, on peut citer bon nombre de choses. Il y a l'alimentation, dont par exemple la consommation de tabac, d'alcool, la prise des contraceptifs oraux, la prise de contraceptifs. Oui, la prise de contraceptifs. En fait, on parle de facteurs de risque. Les facteurs, c'est bon nombre de choses qu'on se dit, mis ensemble, pourraient être incriminés, mais ce n'est pas véritablement, on ne dit pas que c'est les principales causes. Donc, c'est un peu ça. Et quels sont les chiffres réels, les chiffres actuels du cancer du sein en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une progression? Quel est le taux de mortalité annuel? En ce qui concerne, parlant un peu des chiffres, on peut dire que globalement, quand on prend le Globocan 2018, on dénomme 2600, presque 2700 cas de cancer du sein. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Les 2700 cas de cancer du sein, 7, c'est des malades qui sont vus par des professionnels de santé, qui sont pris en charge. De plus en plus aujourd'hui, avec le plateau technique qui s'est quand même amélioré, il faut le dire, notre plateau technique s'est considérablement amélioré avec l'avènement du centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. On arrive véritablement à prendre en charge les malades globalement. Disons qu'avec la prise en charge qui s'est améliorée, on a quand même inversé un peu le taux de mortalité du cancer. On ne dit pas que tous les malades sont guéris, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, lorsque les malades sont vus tôt, on peut guérir 9 malades sur 10. Quel est le taux de mortalité actuel?
le taux de mortalité actuel, c'est un peu, je ne veux peut-être pas trop, est-ce que c'est, je ne sais pas si le taux véritablement est le plus important. Je ne sais pas si le taux est le plus important. Parce qu'on parle d'une, bon, c'est un cas de santé publique. Là, on est dans le mois rose, donc le mois qui célèbre la lutte contre le cancer du sein. Il est important également de savoir également quel est l'état des lieux au niveau de cette maladie en Côte d'Ivoire. C'est important, je pense. Oui. En fait, pourquoi je le dis? Parce que pris comme ça, quand je vous donne un taux de mortalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de mortalité, ce n'est pas sur les nouveaux cas. C'est pourquoi je dis pris comme ça peut-être fausser un peu les statistiques. Ça peut être des chiffres qui datent de peut-être 3 ans ou 2 ans. Parce qu'en fait, quand on prend le taux de mortalité, c'est sur un ensemble. C'est pas sur, par exemple, je vous dis que, par exemple, on a dénombré près de 2700 nouveaux cas en 2018. Donc, c'est que c'est pas, lorsque je vous dis, par exemple, si je vous dis qu'il y a eu plus de 1000 décès liés à un cancer du sein, c'est pas pour... En fait, ça ne concerne pas les nouveaux cas. Est-ce que les femmes se font dépister plus tôt? Je pense que c'est vraiment l'objectif de notre... de votre renonce. Moi, la question que j'allais vous poser, docteur, avant de passer la parole à Rihanna Assi, on parlait de taux de létalité et ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, il est important de savoir qu'on en guérit. Le taux de létalité, il est important ou il est faible en matière de cancer du sein? Disons que le taux de létalité, on arrive maintenant à l'inverser. Il était important, mais véritablement, de plus en plus, on l'inverse. Et une personne qui meurt, c'est toujours... ça fait mal, c'est que c'est inacceptable, mais il faut dire que les gens en meurent, mais de moins en moins. En tout cas, cette maladie reste quand même l'une des premières causes de mortalité de la femme en Côte d'Ivoire. Et j'allais justement demander quelle politique le gouvernement met en place pour freiner justement la propagation de la maladie. Merci à vous. Je dirais que le gouvernement fait beaucoup pour la prise en charge du cancer en général et du cancer du sein en particulier. En ce qui concerne déjà les campagnes de prévention. Les campagnes de prévention, de plus en plus, on associe bon nombre d'ONG dans les campagnes de prévention. Les ONG qui sont organisées, qui sont appuyées par le ministère de la Santé via le Programme national de lutte contre le cancer. En plus de cela, le gouvernement a permis de mettre bon nombre de moyens pour le diagnostic de la maladie cancéreuse. Entre autres, on a eu le centre de scénologie du CHU de Trècheville qui a permis la réduction considérable du coût de la mammographie. On a le centre de dépistage du cancer de la femme à l'INSP à Diamé. On a eu aussi bon nombre de centres de mammographie, notamment au CHU d'Angré, avec qui nous avons signé un partenariat pour Octobre Rose, où le coût de la mammographie est véritablement réduit, il est à 2000 francs. Au lieu de 25 000, oui. On a aussi le centre de mammographie de l'hôpital Mère-Enfant, qui fait aussi beaucoup pour la lutte contre le cancer. En plus de tout ça, toujours dans le diagnostic, nous avons des collègues anatomopathologiques qui nous permettent d'avoir le diagnostic précis, c'est-à-dire en fait le nom de la maladie. Mais cependant, aujourd'hui, quand on parle de cancer, on parle de cancer en général, de cancer du sein, mais il faut savoir que le cancer du sein, ce n'est pas un. C'est plusieurs cancers du sein. C'est les cancers du sein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cancer du sein de Pierre et de Paul sont différents. Donc, on arrive véritablement avec cet affinement, cet affinement des moyens diagnostiques, on arrive véritablement à faire un traitement à la carte. Un traitement à la carte. Et cela est possible aussi grâce au ministère de la Santé qui a permis d'équiper bon nombre de structures publiques, parce qu'il n'y en avait pas dans les structures publiques, avant c'était seulement que les structures privées, bon nombre de structures publiques en matériaux pour pouvoir faire l'immunohistochimie. En fait, c'est que c'est un diagnostic vraiment plus précis. On l'a bien, vous bénéficiez d'un appui important de la part du gouvernement dans cette lutte-là, de la sensibilisation, au dépistage et même à la prise en charge des personnes. Mais à part ce gouvernement, justement, exactement. Les ONG se battent aussi. Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement ? Ben effectivement, je crois que le médecin... Merci déjà, je remercie la direction générale de LIFE d'être partenaire déjà Ecomédia. En tant que média, vous vous engagez à nos côtés. J'ai l'occasion de vous en remercier. Il faut savoir qu'Ecomédia a un choix stratégique. Le choix stratégique, c'est axé sur les médias.
Donc le média ici il vient pour répondre à une problématique, l'information, la sensibilisation. Je crois que le docteur avait un peu du mal à donner les chiffres, mais nous, dans notre travail de journaliste, on a pu avoir quelques chiffres. Cette démarche-là intervient dans un contexte particulièrement douloureux. On a près de 1000 femmes, on va dire plus de 1000 femmes qui meurent en Côte d'Ivoire chaque année du cancer du sein. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces victimes-là sont de plus en plus jeunes. Pire, ces femmes-là meurent dans l'ignorance complète de la maladie. On s'est dit qu'il fallait faire intervenir un canal et qui mieux que les médias pourront parler, sachant que le média a un rôle triptyque. Informer, éduquer, divertir, mais surtout éduquer. Donc c'est sur ce pont-là de notre... Le rôle de ces ONG se joue surtout particulièrement sur le plan de la sensibilisation, de la prévention. Ecomédia, nous avons axé notre lutte sur la sensibilisation, vu le taux de létalité de cette maladie. Il y a 1000 femmes par an qui meurent, c'est assez énorme quand même. Et il y a un vrai déficit d'information qu'il fallait combler. C'est ce que nous faisons. Est-ce que finalement, parce qu'on a l'impression que les cas, en tout cas létaux, ce sont des cas qui sont dépistés très tard au niveau de la maladie, donc en métastase. Est-ce que finalement le travail de toutes ces ONG porte véritablement ses fruits si on a toujours ce taux, parce qu'on a près de 2600 cas chaque année, et là vous donnez un chiffre de près de 1000, plus de 1000 femmes qui en meurent chaque année. Est-ce que véritablement il y a un impact au niveau de ces actions des ONG? Le docteur disait tout à l'heure que la tendance est en train d'être la même de s'inverser. Donc déjà, grâce aux actions de sensibilisation que les ONG, il n'y a pas que Ecomédia qui travaille, on a bien d'autres ONG qui sont engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Ce qui fait la particularité du média, c'est qu'il va porter un message d'espoir, un message qui va être étudié, parce qu'on sait que la simple évocation du mot cancer suscite la peur parce qu'on voit tout de suite la mort. Donc le média ici, il est éduqué à passer un message d'espoir, un message qui rassure, un message qui dit aux femmes, venez vous faire dépister parce que le cancer du sein aujourd'hui n'est pas une fatalité. Plus tôt on est pris, mieux la femme se porte. Quel est le pourcentage de guérison? 90%. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le dépistage précoce. Et nous dédramatisons cette maladie afin que la population n'ait pas peur. En fait. Les femmes en zone urbaine sont souvent très informées par vos actions. Les femmes des zones rurales, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pareil, je pense que c'est pareil. Mais de plus en plus, comme le docteur le dit, la tendance est en train de s'inverser, vu la qualité des messages que nous passons. Ces messages, en fait, pour rassurer la population. Docteur, on va parler un peu technique, de façon succincte, bien sûr. On parle de radiothérapie, on parle de chimiothérapie. Quelle est la différence? Déjà, la bonne nouvelle, et Madame Guigui en parlait tout à l'heure, on en guérit dans 90% des cas. C'est la radiothérapie ou la chimiothérapie qu'on utilise pour pouvoir traiter cette maladie aujourd'hui? Merci encore, Brice. Je reviens sur ce que disait Madame Guigui tantôt. Effectivement, on en guérit. C'est que le cancer n'est plus une fatalité, on en guérit. Lorsque le diagnostic est vu tôt, dans 9 cas sur 10, on en guérit. Donc, il faut véritablement encourager le dépistage. En ce qui concerne les moyens de traitement, on a plusieurs moyens de traitement en fonction des stades auxquels on voit les patients. Lorsque le patient est vu tôt, comme principal moyen de traitement, on a la chirurgie et la radiothérapie. La chirurgie, plus ou moins la radiothérapie. Lorsque le malade est vu à un stade où la maladie commence soit peut-être à toucher les ganglions, à toucher, c'est qu'en fait la région, ou bien peut-être à aller contaminer d'autres organes à distance, en ce moment, on fait recours à la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça peut être d'abord une chimiothérapie en vue de réduire le volume tumoral, éviter que la maladie ne continue de se propager, et puis après peut-être permettre la chirurgie. Donc en fait, tous ces moyens-là, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou les thérapies ciblées, c'est-à-dire les thérapies aujourd'hui, disons, intelligentes, permettent véritablement de traiter les malades. Et quand on parle d'inverser le taux, mais le taux de létalité, c'est tous ces moyens qui sont mis ensemble. Sauf que pour mieux inverser ce taux de létalité chez nous, il faut véritablement mettre l'accent sur la prévention. Et quelles sont les mesures d'accompagnement? Je prends le cas d'une femme qui est dépistée assez tôt, qui vient au Centre national d'oncologie pour suivre un traitement. Quelles sont les différentes étapes du processus, en tout cas de traitement, dont elle va bénéficier pendant tout son parcours?
Bien, comme je le disais, je vous ai dit, le Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie, c'est le nouveau-né, c'est le dernier né de la lutte contre le cancer actuellement en Côte d'Ivoire. Le centre-là offre un mérite, c'est surtout la prise en charge globale, intégrale de la maladie cancéreuse. Et même, j'ai dit, des malades et même de leurs proches. Que lorsqu'une dame a un diagnostic de maladie, d'un cancer du sein, précisément, lorsqu'elle arrive dans notre centre, nous lui demandons un certain nombre d'examens pour véritablement avoir le stade de la maladie. Elle va faire un certain nombre d'examens, notamment le scanner, pour voir un peu le stade. Et en fonction, une fois le stade est connu, en ce moment, on pourra lui proposer un traitement. Et comme traitement, nous collaborons aussi avec d'autres centres, parce que les efforts sont mutualisés. Donc, comme traitement, on donne la chimiothérapie au Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie. On offre aussi l'hormonothérapie. On offre des thérapies ciblées et aussi la radiothérapie. Mais en fait, ce n'est pas seulement que ces traitements spécifiques. On offre aussi des soins d'accompagnement. Des soins d'accompagnement dont la psychologie, et c'est gratuit. Les soins d'accompagnement sont gratuits. On a la psychologie, on a des soins de beauté, parce qu'effectivement, ces femmes, en fait... on avait parlé un tout petit peu, la perte des cheveux, la morphologie, l'apparence change, voilà, et donc il est important qu'elle soit suivie. Et puis, en fait, après la maladie, quand même, la vie continue. Absolument. Donc, il y a des soins de beauté. On leur offre même la possibilité de participer à des activités sportives, mais des activités récréatives. Jusqu'à l'avènement du Covid-19, on offrait même la natation gratuitement à nos Vous parlez tout à l'heure de proches, docteur, c'est pour dire que les proches également ont besoin d'être sensibilisés, parce que vous pouvez voir votre sœur, votre femme, à l'apparence un tout petit peu changée. Il faut que cette personne également soit psychologiquement préparée à cette nouvelle apparence-là. On le note bien. Madame Léa Guigui, votre ONG Ecomédia entend mener des actions dans ce mois-là, lesquelles ? Nous en avons déjà mené, dans le cadre d'Octobre Rose, les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement de la Première Dame qui a assuré le haut patronage et le coparrainage des ministres de la Santé, Dr Eugène Akaouélé, et celui de la communication, M. Sidi Touré, qui sont nos partenaires. D'accord. Quelles sont les différentes communes dans lesquelles vous allez déjà, dans le cadre d'Octobre Rose, il faut dire que le plan d'action d'Ecomédia se structure sur 3 aspects. On a les journées de mobilisation qui se font dans le cadre d'Octobre Rose, mais nous prolongeons également la sensibilisation parce que nous avons ce rôle, ce devoir-là. Dans le cadre de la prorogation de la sensibilisation, nous avons initié une campagne qu'on a dénommée Médecins sans cancer, et je suis très fière de partager ce plateau ce soir pour vous annoncer que Edith a été l'une des ambassadrices de la campagne Médecins sans cancer. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Donc, dans le cas de Médecins sans cancer, c'est une campagne qui sillonne les villes et les communes d'Abidjan pour apporter cette bonne nouvelle, qui est le dépistage précoce. En fait. Absolument. Et si on prend le cas du CNRAO, qu'est-ce qui est fait justement pour ce mois d'Octobre Rose ? Au CNRAO, nous offrons en tout cas, à toutes les femmes qui viennent pour des pathologies mammaires au CNRAO en octobre, là, sont prises en charge gratuite. En fait, la consultation est gratuite. La consultation est gratuite, et encore en partenariat avec le CHU d'Angré. Lorsque vous devrez bénéficier d'une mammographie, c'est 2000 francs. Justement, on avait un grand débat sur ce plateau-là, on tient à vous le dire. On avait dit que ça avait été très réduit, de 25 000, c'était à 2000. On s'était dit, mais pourquoi pas gratuitement ? Mais nous faisons également des sensibilisations de dépistage gratuit dans le cadre de nos les 2000. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on dit la mammographie coûte 2000 francs, pour des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, qui ont vraiment besoin de soutien, je pense qu'il y a toujours des mesures qui sont faites. Parce que, entre autres, déjà même pour la prise en charge de la maladie cancéreuse, en 2018 jusqu'en 2020, le centre a eu à aider via le ministère de la Santé et la présidence. On a aidé environ 196 femmes
qui ont coûté à peu près 133 596 000 francs CFA. Donc vous voyez, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'aider. Rassure-moi, docteur, que la prochaine fois que je vous verrai, peut-être sur ce plateau, vous me direz que c'est totalement gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est notre souhait. C'est notre souhait. On parlait d'une technique de dépistage qui s'appelait l'auto-examen, je crois. L'auto-examen, qui est également conseillé dans vos différentes campagne de sensibilisation. Il y a une technique en fait. Comment ça se passe concrètement? Une femme qui est à la maison, qui veut vérifier qu'elle n'a pas de boule ou ce genre de choses. Quels sont les bons gestes? Je pense qu'au sortir de ce plateau, si véritablement tous nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent mieux faire leur auto-examen, parce qu'en fait, c'est véritablement, je pense que c'est le message fort que nous voulons lancer. Le message de dépistage. Le dépistage se fait lorsqu'on n'a pas encore de signes ni symptômes. Il ne faudrait pas attendre qu'on ait des signes et symptômes pour dire qu'on vient faire un dépistage. Donc, le dépistage, c'est quand on n'a pas de signes et symptômes, et cela doit se faire volontairement. Ça veut dire que ça demande, en fait, ça demande une certaine appropriation même, en fait, de cet auto-examen. Et cet auto-examen va permettre donc un diagnostic précoce de la maladie. Et c'est seulement en ce moment qu'on pourra guérir 9 personnes sur 10. Mais la femme à la maison a la possibilité de le faire parce que c'est totalement gratuit. Elle m'avait posé la question quand elle savait que vous... Maintenant, comment le faire, si vous permettez? Il va se prêter comme quelqu'un. Elle est l'ambassadrice, donc de toute façon... Elle est l'ambassadrice de la campagne. On a la chance d'avoir Edith ici. Quelles sont les étapes? Essentiellement, on se tient debout. Elle se tient debout. Je reste comme ça ou bien je me tiens debout? Elle va se tenir debout, on va faire une simulation. On peut essayer? Voilà. On précise que ça se fait devant un miroir. Oui, en principe, ça se fait devant un miroir. Devant un miroir. Essentiellement, peut-être de façon un peu rapide, là, disons, il y a 4 temps pour l'auto-examen du sein. Donc d'abord, on se regarde devant un miroir. Devant le miroir. On se regarde devant un miroir de face et de profil. Vu qu'on est censé se connaître mieux que quiconque, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça doit nous alerter. De face et de profil. De profil. De face, de profil, les bras levés, les bras debout. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on doit pouvoir consulter un médecin. S'il n'y a rien de nouveau, on continue le second temps. Je vous ai dit, il y a 4 temps. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cet examen-là, se regarder de face de profil doit se faire tout le temps. Tout à fait. Mais cependant, l'autopalpation, la palpation du sein devrait se faire en général 1 semaine après le menstrué. Parce qu'en ce moment, le sein est censé être moins tendu, donc moins douloureux, on peut mieux s'examiner. Et donc pour l'examen du sein, les 4 doigts sont bien joints. Les 4 doigts sont bien joints. On ne palpe pas le sein ni avec le bout des doigts, ni avec la paume des mains, mais véritablement entre l'interligne articulaire, là. Donc on met un peu de force et on appuie le sein contre la poitrine. L'essentiel, c'est appuyer le sein contre la poitrine. Je préfère que vous commencez par le milieu parce que souvent, c'est la partie centrale qu'on oublie. Donc, vous commencez par le milieu, vous faites des petits mouvements de va-et-vient. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous appuyez, vous faites des petits mouvements de va-et-vient. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est s'il y a une boule, une masse qui va rouler entre les doigts. Donc, on le fait, on commence par la partie centrale. Après, il faut au moins toucher tout le sein. Il ne faudrait pas oublier, sachant que le sein remonte un peu. Là. Donc, il faut tout toucher. D'autres vous diront de façon circulaire, mais l'essentiel, c'est vraiment palper le sein. D'appuyer comme si j'appuyais sur un mur. Très bien. Et faites un petit mouvement de va-et-vient. Sans les écraser. Sans les écraser, ok. Donc, en fait, on l'écrase contre la poitrine. On écrase le sein contre la poitrine. Contre la poitrine, avec de légers mouvements. Très bien, avec de petits légers mouvements. Lorsqu'il n'y a rien d'anormal, on continue au 3e temps. Le 3e temps, là, qui est racler les selles de dehors en dedans. On commence de dehors et on descend progressivement. On rentre dans le creux de l'aisselle et on descend. Normalement, ça doit bien coulisser. Si ça ne coulisse pas, c'est que c'est peut-être un ganglion, on aura l'impression d'avoir échappé quelque chose. En ce moment, chaque fois qu'on trouve quelque chose d'anormal, il faut consulter un médecin. Et le 4e temps, c'est lorsqu'on veut donner à téter un enfant. On a pu le bout. Je pense que je vais laisser Léa faire cette partie. Je pense que la dernière étape, on fait pour finir. Son auto-examen, c'est de presser le mamelon. Presser le mamelon. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas un liquide. Effectivement, il ne doit pas avoir un liquide anormal. Mais je tiens aussi à préciser que les maris sont invités à faire l'auto-examen de leur femme parce qu'ils connaissent mieux que tout le monde le corps de leur femme. Donc, messieurs, s'il vous plaît, apprenez à toucher la poitrine de votre femme pour déceler un nodule
une boule suspecte. Tu es très Lui attentif. aurait sauvé la vie. Je suis très attentif. Merci. Effectivement, les femmes ne doivent pas être seules dans ce combat-là. Voilà. Je pense que c'est tous ensemble qu'on réussira. Les donc hommes les aussi hommes, sont concernés mais par donc les les hommes sont palpations. concernés aussi par le cancer du sein parce que c'est 1 à 3% C'est important aussi. mais le cancer du sein chez les hommes. Cependant, je pense que les hommes doivent aussi aider pour la lutte contre le cancer du sein en examinant aussi les femmes parce qu'ils examinent tout le temps. Donc, il faudrait Exactement. Merci Léa Muriel Didier, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau-là et puis plein succès pour l'ONG Ecomédia. Merci docteur pour tous ces précieux conseils. Pour d'autres informations, je pense qu'on pourra se rendre à vos différents centres où il y aura des personnes pour porter la bonne information, comme disait Madame Guigui, la bonne nouvelle, le cancer du sein, on en guérit et on le vaincra. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. C'est ici que prend fin ce Live Talk. On se retrouve demain, ici, même heure. Bonne suite de programme sur Live TV. Vous retrouvez André Bois et Alain Toussaint pour votre rendez-vous face à la nation. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde. Merci.